Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Protection de l'enfance vers l'adoption d'un code adapté aux conventions collectives ratifiées donc par le Sénégal. Les habitants de Dougar dans la commune de Diamniadio réclament la restitution de leurs terres. Selon eux, des promoteurs immobiliers veulent s'accaparer 80 hectares. Et puis, protection de l'enfance vers l'adoption d'un code adapté, encore convention ratifiée par le Sénégal, c'est pour mieux protéger cette couche vulnérable selon le médiateur de la République. Diakhao Saloum, Touba Saloum, Boulel font face à des coupures répétitives d'eau. Serigne Mamgor Ndaou, chef religieux, invite les autorités à corriger cette situation. Il veut également le bitumage de l'axe et la construction d'un poste de santé dans le village. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les habitants de Dougar, dans la commune de Diamniadio, réclament la restitution de leurs terres. Selon eux, des promoteurs immobiliers et des entreprises immobilières se sont accaparés 80 hectares. Une situation inacceptable. Babacar Seck. Les populations de Dougar ne digèrent toujours pas l'attribution de 80 hectares à la société immobilière Peacock. Ils se disent victimes d'occupations illégales. Ces occupations peuvent être présentées sous diverses formes. Nous avons des baux fictifs, nous avons les contrats léoniens, nous avons également les baux qui sont transposés. Nous prenons toujours le cas de Peacock comme exemple, parce que Peacock se déclare bénéficiaire d'un décret de 2010 pour l'occupation de 80 hectares. Alors, son bail date du 14 février 2014 et son autorisation de lotissement date de 2010 avec un plan qui comporte 2850 logements sociaux et des logements sociaux qui aujourd'hui sont vendus à des millions de francs, à 45 millions ou 50 millions. Le village de Dougar réclame la restitution des terres aux ayants droit et la prise en charge des blessés des affrontements d'il y a 2 ans. Je dis la restitution des terres. Nous proposons aussi la prise en charge des blessés. Nous proposons aussi la régularisation des maisons au niveau du village. Parce que même les maisons qui sont ancestraux, les maisons, par exemple la maison de mon père, par exemple, n'a pas de statut. Donc nous demandons cela pour que Dougar bénéficie de mesures de sauvegarde. Une pétition avec des centaines de signatures sera bientôt adressée aux autorités pour l'annulation du décret d'attribution des 88 hectares de Dougar. Babacar Seck, 1200 acquéreurs de terrain à Madinatoul Malik Ndiakhirat accuse un promoteur immobilier. Selon eux, il s'agit d'une escroquerie de plus de 300 millions de francs CFA. Ils se sont d'ailleurs constitués en un collectif pour porter l'affaire devant la justice. Je vous propose de suivre les explications de Lamine Diarra. Il est membre du collectif des habitants de Madinatoul Malik de Ndiakhirat. Aujourd'hui, on aurait compris qu'une autre personne, X, puisse revendiquer sa propriété du site. Ça, on l'aurait compris. Mais la même personne qui nous a vendu, qui nous a convoyé sur le site, qui nous a montré nos terrains, puisse revenir aujourd'hui dire que les terrains lui appartiennent alors que c'est à travers notre propre argent qu'il est arrivé à solder l'affaire. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes décidés à porter plainte contre tous ceux qui travaillaient sur la commission. Parce que c'est 800 personnes. 800 personnes, c'est à hauteur de 350 000 francs par mois. C'est presque 300 millions de francs qui ont été versés. Donc aujourd'hui, ça c'est un vrai problème. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en collectif pour défendre nos intérêts. C'est que le problème du foncier là, ça devient récurrent. Il faut que ça cesse. On aurait pu faire comme eux,
amener des nervis. Mais ça, nous trouvons que ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités. Nous sommes passés par où nous devions passer. On est allé à la gendarmerie de Sangalkam, au niveau du DESCOS, au niveau du tribunal, partout où nous sommes partis. Et on voit que les choses n'évoluent pas. Donc nous lançons un appel aux autorités pour leur dire de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils voient que le site a de la valeur. Les terrains coûtent un peu plus cher. Il faut reprendre les 27 hectares, les revendre à des dizaines de millions, voire même 20 millions par terrain. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Protection de l'enfance au Sénégal, le médiateur de la République et ses partenaires veulent adapter le Code de l'enfant aux conventions collectives ratifiées par le Sénégal. Les cas d'exploitation et d'abus sur les enfants sont toujours visibles au Sénégal. Il faut donc, selon eux, agir et vite. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Les enfants sont souvent confrontés à la souffrance au Sénégal malgré les dispositions de la Convention des droits de l'enfant. C'est ce qu'affirme le médiateur de la République Demba Kandji, qui estime que cette problématique est au cœur de leur rencontre. Tout le monde peut constater que des enfants sont confrontés à la souffrance, à la déshérence et même parfois à l'abandon, à des loisirs, à une sécurité, à une vie familiale. Malgré ces engagements souscrits par notre pays, des enfants sont encore utilisés comme instruments pour mendier, comme instruments même parfois pour commettre des délits et crimes. Nous ne devons pas nous taire sur cela. Nous devons interpeller les décideurs. Nous devons interpeller les familles sur leurs devoirs et leurs responsabilités. Notre interlocuteur poursuit et interpelle les autorités en appelant à veiller rigoureusement à la protection des enfants. Nous interpellons notre pays, notre État, nos familles, parce que simplement les pères et mères, sur le fait que des engagements existent qui concernent le Sénégal. Nous n'envoyons pas nos filles à l'école parce que simplement il y a des obstacles culturels dont j'ai parlé, il y a une discrimination défavorable aux filles dans certains cas, il y a des grossesses précoces qui leur font abandonner l'école, il y a des mariages précoces qui leur font abandonner l'école, et tant de choses. Tout ça, ça concerne l'enfant. Nous allons réfléchir ensemble avec tous les partenaires et nous partagerons ces réflexions avec les hautes autorités, avec toutes les parties prenantes. Partenaire du médiateur de la République, Aminata Kébé, coordonnatrice régionale du projet d'appui à la protection des enfants au Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme au Sénégal, estime que des stratégies sont en cours d'élaboration pour rendre le Code de l'enfant conforme aux conventions internationales. Cette problématique ne peut pas être éradiquée sans une approche régionale. Et actuellement, nous sommes en train de mener un projet régional sur la protection de l'enfant qui, au-delà du Sénégal, implique les pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali. Même si on a ratifié des conventions au niveau international, si on ne les internalise pas au niveau interne, c'est difficile pour un juge, pour un avocat d'invoquer une loi qui n'est pas dans sa législation interne. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir le Code de l'enfant qui serait conforme aux conventions internationales signées et ratifiées par le Sénégal. Malgré les nombreuses actions menées depuis des années pour la protection des enfants, beaucoup d'entre eux continuent d'être malmenés et errent dans les rues, selon le médiateur de la République. C'est pour cette raison que Demba Kandji et ses partenaires ont organisé cet atelier d'échange et de partage visant à réformer le Code de l'enfant aux normes internationales. Je le disais en titre, les villages de Diakhao Saloum, Touba Saloum et Boulel font face à des coupures d'eau répétitives. Serigne Mam Gorndao, chef religieux, déplore cette situation. Le marabout demande également la construction d'un poste de santé pour éviter l'évacuation des malades en charrette. Il s'exprimait en marge de la ziara annuelle de Diakhao Saloum. Serigne Mam Gorndao est ici au micro de Boubacar Falbob. ñetti dëkk yi di Boulel di Diakhao di Touba Saloum dañoo am problème ndox bu 7h moyen robinet. Tous les jours pratiquement de 7h à 22h, les villages de Diakhao, Boulel et Touba Saloum sont privés d'eau.
Nous sollicitons la construction d'autres forages ou, à défaut, l'extension de celui qui existe déjà. Avec la taille de la population actuelle à Diakhao, des centaines de talibés sont dans les différents daras de la localité. Nous voulons également un poste de santé. Et pour des enfants qui, en général, sont fragiles, vouloir les transporter en cas de maladie jusqu'à Boulel et en charrette, c'est extrêmement difficile. Une structure de santé doit être proche des populations. Les habitants de Koel, eux, réclament un collège. C'est pour permettre aux élèves de se rapprocher de leur lieu d'apprentissage. Ils veulent également le bitumage de la route qui relie Koel à la route nationale numéro 4. La résidence pour les invités est aussi une doléance soulevée par les habitants lors de la 80e édition de la ziara annuelle de Thierno Alpha Ngoudoudem. Sekou Diallo et Astumay. Après avoir célébré la 80e édition de la Ziara de Koel, Thierno Mohamedou Ismaël Dem, président du comité d'organisation de cette Ziara, est revenu sur les différentes préoccupations de cette cité religieuse. Entre le village et la route nationale numéro 4, nous voulons que cette piste soit goudronnée. Chaque jour, le village grandit aussi. Nous voulons avoir un CM pour permettre à nos enfants de continuer leurs études et également cumuler avec les études coraniques. Le village mérite aussi d'avoir des infrastructures d'accueil pour les talibés qui nous viennent de partout chaque année. Le préfet de Nioro n'a pas tardé d'apporter une réponse à ces doléances. Selon lui, il va transmettre ces doléances à la hiérarchie pour une solution. Au tronçon qui relie Koel à la route nationale, et qui n'est pas encore bitumé, mais nous osons espérer que dans les prochaines années, et à court terme même, je dirais, que nous allons espérer que ce tronçon puisse être retenu sur les axes à bitumer. L'autre doléance portait sur l'édification d'un CER. Et vous savez, au niveau du ministère de l'Éducation nationale aussi, il y a des critères d'érection de création des CER. Nous étudierons la possibilité donc de mettre en place, de créer également un CEM. Ces cités religieuses ont des besoins spécifiques par rapport à l'accueil, à l'hébergement, à la sécurité aussi, donc, mais également aux infrastructures sociales. Parmi les besoins exprimés par le comité d'organisation, un mur de clôture pour la mosquée. Les femmes doivent également avoir un lieu où elles vont effectuer leurs prières. Et puis présentation du rapport d'études 10 ans après la restructuration des industries chimiques du Sénégal, ICS. Les ICS, selon le rapport, ont un impact positif sur l'économie sénégalaise avec une contribution au PIB estimée à 120 milliards de francs CFA. Les responsables s'engagent à davantage relever le défi. Elisabeth Grastine et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le rapport sur l'impact des industries chimiques au Sénégal sur l'économie du pays a montré que les ICS ont contribué à hauteur de 120 milliards de francs CFA sur le PIB. La contribution en valeur ajoutée dans le PIB du Sénégal des ICS est autour de 120 milliards. Grâce aux investissements de plus de 430 milliards faits par le groupe Indorama dans les actifs industriels et miniers des ICS, la production en roche de phosphate est revenue quasiment à la nominale puisque nous produisons 1,8 million de tonnes par an sur une capacité de 200 000 tonnes. Au-delà de leur contribution au PIB sénégalais, les ICS ont un impact positif dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre de la RSE. Dans le cadre de notre RSE, où nous impactons 150 000 personnes avec 150 projets par an et plus d'1 milliard de contributions à travers la RSE. Nous offrons l'eau gratuitement à plus de 75 000 personnes dans l'arrondissement de Mewan. Nous accompagnons
les associations de femmes et de jeunes, les postes de santé, les cases de santé, dans le bien-être des populations. En réponse à la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les ICS souhaitent soutenir l'agriculture, un secteur clé sans lequel cet objectif serait difficile à réaliser. Nous sommes le seul producteur d'engrais complexe en Afrique de l'Ouest. Et nous comptons renforcer cette production avec la décision du conseil d'administration de reconstruire l'usine de Mbao pour augmenter la capacité à 600 000 tonnes. C'est 60 milliards d'investissements qui vont être faits dans le cadre de ce projet. Donc ça, c'est un premier point. Et nous comptons, en plus de la production d'engrais, pouvoir accompagner les coopératives et les agriculteurs. En partenariat avec Indorama, une entreprise indonésienne et leader de l'industrie pétrochimique qui a redressé les ICS en 2014, les industries chimiques au Sénégal soulignent de nombreux défis à relever, parmi lesquels l'accompagnement de l'agriculture sénégalaise par l'augmentation et la production et de la disponibilité des engrais pour les paysans. Elisabeth Krastin, les think tanks plaident pour la reconnaissance officielle. Ils veulent désormais mettre à la disposition des décideurs des données scientifiques pour faciliter leur choix. Cher Oumar Ba est le président du think tank du Sénégal. Il est ici au micro de Mamadou Lamine Fati et de Cheikh Maguette Mbaye. Il est important que nous puissions mettre des données les plus éclairées possibles, les plus probantes à la disposition des décideurs politiques pour les accompagner dans l'élaboration, mais aussi dans le suivi des politiques publiques. Ce qui se passe au Sénégal, et on l'a vu depuis l'indépendance, c'est qu'on élabore des politiques publiques, mais on n'a pas les moyens ni de les suivre, ni de les évaluer, ni de les sanctionner positivement ou négativement. C'est pourquoi nous pensons, en tant que think tank, avec l'indépendance qu'ont les think tanks, qui sont des centres de recherche indépendants sur les politiques publiques, nous avons besoin de mettre à disposition des données, mais aussi nous avons besoin de créer un écosystème. Mais pour cela, l'État devrait nous reconnaître en tant que think tank. Si notre financement dépend des autres, ce sont les autres qui vont définir l'agenda de recherche de nos pays. Or, les spécificités du Sénégal, en tout cas, suggèrent que nous soyons en mesure de contrôler nos orientations stratégiques et que nous définissions effectivement nos perspectives en tenant compte des éléments du contexte. Si vous voyez aujourd'hui, les États-Unis ont arrêté par exemple l'appui de l'USAID dans le monde et le monde est en ébullition. Comment faire pour avoir des financements endogènes qui dépendent du Sénégal et des Sénégalais, qui définissent leurs propres besoins, qui partent des préoccupations des acteurs à la base et à partir de là maintenant définir des politiques publiques et des recherches qui soient effectivement en mesure d'éclairer les décisions politiques. Parce qu'aujourd'hui, les décideurs politiques ont besoin de fonder leurs décisions sur des évidences. Et je donne un exemple simplement que je viens de donner, c'est la brèche de Saint-Louis. Quand le président Wade a décidé de faire la brèche, qui n'était pas basée sur des évidences scientifiques, nous avons vu les catastrophes que cela a conduit. Alors que les chercheurs avaient des points de vue différents, parce qu'ils ont la science et nous devons davantage écouter la science pour éclairer nos décisions politiques. À Matam, l'Union régionale SUTSAS suspend son mot d'ordre de grève et annonce la fin de la rétention d'informations sanitaires et sociales. Une décision prise après que 2 membres du syndicat ont effectué leur retour après leur affectation à Dakar. Amadou Mardiallo. Après 3 ans de rétention des données sanitaires et de boycott de supervision, l'Union régionale du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale de Matam, SUTSAS, a sorti une résolution pour annoncer la levée définitive du mot d'ordre. Un ouf de soulagement pour la population et les autorités sanitaires de la 11e région. Des plans d'action au port de Brassard en passant par des points de presse, des marches pacifiques, des grèves, boycott de programmes de formation et des interpellations aboutissant à des plaintes, parfois à des procès, l'Union régionale SUTSAS a pu résister pendant 33 mois. Une longue lutte syndicale qui a finalement atterri sur la table des négociations. L'étau s'était serré avec l'ancien régime malgré plusieurs tentatives de médiation. Mais l'arrivée du nouveau régime, à sa tête Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
a fait bouger les choses. D'abord, la réaffectation de ces deux militants, Amadou Lamine Sano et Youssouf Gueye, à la direction régionale de la santé de Matam, affectés arbitrairement selon les syndicalistes à la direction régionale de Dakar. Pour des raisons syndicales, les bureaux exécutifs régionaux engagent la direction régionale de la santé dans une perspective pacifique et partagée de restitution et de remontée de données sanitaires et sociales à partir du 1er février 2025. Les États-Unis ont suspendu leur aide aux pays étrangers et le Sénégal n'est pas épargné avec beaucoup d'impacts négatifs sur l'économie internationale, sur l'économie du Sénégal. L'économiste international Magaye Gaye, qui analyse cette nouvelle donne, estime tout simplement que c'est une opportunité de souveraineté pour notre pays. Et je propose de l'écouter les gens par Aram Falnao. Ousmane Sonko, le Premier ministre, a tout à fait raison de le dire. On ne peut plus dépendre de la coopération internationale. Et aujourd'hui, je crois que les autorités, à mon avis, se doivent de déployer un programme d'urgence pour, d'une part, se rapprocher des autorités américaines pour mieux comprendre la portée de cette décision, parce que jusqu'à présent, ça nous a été rapporté par les médias, mais il faut cerner les contours et puis également effectuer un plaidoyer pour le maintien de cette coopération bénéfique entre les États-Unis et le Sénégal. Et vous savez que sur ce plan, le Sénégal est un pays doté d'un trésor diplomatique, machallah, qui est très important et qui devrait être déjà utilisé maintenant, ici et maintenant, parce que là, c'est très important. Ça, c'est le premier aspect que je vois en termes de perspective. Maintenant, le deuxième aspect que je vois en termes de perspective, c'est qu'il va falloir renégocier au mieux nos intérêts avec des puissances émergentes comme l'Inde et la Chine. Parce que vous savez que ces deux puissances-là, moi j'ai beaucoup peur de ces puissances-là, parce que contrairement aux puissances européennes et occidentales, dont on connaît les méfaits, mais dont on a réussi à circonscrire les risques, l'Inde et la Chine sont dans l'opacité la plus totale. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaie de renégocier à ce niveau, surtout nos contrats de matières premières et notre coopération de manière beaucoup plus large en intégrant l'endettement et l'investissement. Mais la troisième et enfin dernière proposition moi que je fais, c'est qu'il va falloir développer l'intégration en Afrique, c'est-à-dire le commerce intra-africain. Parce que jusqu'à présent, ce commerce ne représente que 17% du total de nos échanges, ce qui est très faible. Et aujourd'hui, il faut relancer la ZLECAf. Il faudra faire en sorte que le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, les pays voisins environnants puissent commercer mieux. Et je crois que si on le fait, on pourra atténuer ces mauvaises décisions de M. Donald Trump qui véritablement vont causer beaucoup de tort à l'humanité. C'est tellement qui va fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour un entretien spécial. Je reçois ce soir Pape Boubacar Kama, syndicaliste. Donc nous allons parler de l'éducation, nous allons parler du recrutement des enseignants, de la grève, mais également de tout ce qui touche dans le système éducatif. Au revoir.